Bonjour tout le monde. Bienvenue au camp de carrière 2026 dont le thème est Trouver notre voie vers l'avenir. Vous le savez, avec moi, le camp de carrière est la plus grande conférence qui se fait ici même au sein du gouvernement du Canada. Et cette année, le thème est soutenir le but. Vous savez, le but cette année, c'est toujours, comme d'habitude aussi, c'est de soutenir votre apprentissage et puis vous aider aussi dans votre cheminement de carrière. Je voudrais rappeler le thème de cette année pour le camp de carrière, c'est trouver notre voie vers l'avenir. Trouver notre voie vers l'avenir. Aujourd'hui, ma troisième journée, le troisième jour aujourd'hui du camp de carrière 2026. Et le titre de notre séance, c'est l'équilibre, comme vous le voyez là, l'équilibre en action, outils pour prévenir l'épuisement. C'est déjà intéressant, hein? On a quoi apprendre. Moi aussi, je vais apprendre auprès des panélistes. Veuillez noter que cette séance est offerte en français et en anglais simultanément. Donc, au même moment, à 13 heures, maintenant, là, il y a la séance en anglais qui se déroule. Donc, si ça vous tente d'aller aussi voir ce qui se passe dans la séance en anglais, ou bien même que vous vous êtes trompé, allez-y dans Session et précisément dans Lobby et cliquez sur le lien pour la séance en anglais. If you intended to join the English session, please return to the lobby and select English session. Je voudrais poursuivre en disant que je suis ici sur le territoire non cédé du peuple Anishinaabe algonquin. Et c'est d'ici même que je vous parle et que j'assiste aussi, hein, voilà, parce que je vais apprendre à cette séance. Cette reconnaissance aussi, par cette reconnaissance, je voudrais que vous aussi, vous preniez un moment pour penser à tout ce qui concerne aussi le territoire où vous êtes présentement, où vous travaillez. Au fur et à mesure que nous progressons dans cette séance, posez vos questions en utilisant la fonction Q&A. Voilà. Ça, c'est ce qui est écrit, hein, mais en français, on va dire questions et réponses. Voilà. Dans la langue officielle de votre choix. D'habitude, je précise, hein, puisque là, c'était en français, donc on s'attend à ce que vous posiez la question en français. Maintenant, pour quelques raisons, si vous ne pouvez pas poser votre question en français, allez-y, posez-la en anglais. Et puis, quelqu'un du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux pourrait traduire, ou même, je suis sûr que les panélistes qui sont bilingues aussi pourront répondre à vos questions. Des précisions qui valent la peine aussi d'être données, c'est que aussi, si une question a déjà été posée et que vous la trouvez intéressante, pas besoin de répéter la question. La même question est déjà posée sous une autre forme. Donc, mais vous avez le choix aussi de faire pouce en l'air et puis de voter pour cette question. Vous le savez, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux sait très bien faire les choses. Comme chaque séance, toutes les séances au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, cette séance aussi est enregistrée. Et puis, vous pourriez la suivre dans quelques petites heures, hein, j'ai envie de dire, dans quelques petites heures, juste après la séance, sur la chaîne YouTube du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Et depuis quelques années, il y a aussi eu l'introduction des balados-diffusion, donc des formats, cette façon aussi d'apprendre, hein, donc une autre façon aussi d'aller chercher la connaissance quelque part. Et donc, le réseau des fonctionnaires fédéraux a pensé à toutes ces façons pour vous d'apprendre. Donc, vous pourriez, par exemple, avoir accès à ces enregistrements sur Spotify et puis Apple Podcasts. Le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux va tout, j'ai envie de dire, téléverser sur sa page aussi Wiki. Donc, toutes les présentations d'ici, à partir d'ici même, je vais dire de cette séance et des autres séances aussi passées, vous pourriez les retrouver sur la page Wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Cette année marque aussi un virage très, très difficile. Nous savons ce qui se passe aussi au sein du gouvernement avec le réaménagement des effectifs. Donc, le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux se joint aussi à toutes ces personnes qui traversent des moments directement ou indirectement pour vous soutenir. C'est pour cela aussi le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux vous dit qu'il est là pour vous soutenir, bien qu'il y ait aussi le programme d'aide aux employés qui se trouve aussi dans chaque organisation, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.
mais le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux a sa façon aussi de vous accompagner. Et d'ailleurs, vous pourriez retrouver aussi des ressources euh, supplémentaires sur la page wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Voilà, il y aura des sujets un peu peut-être difficiles pour certaines personnes, des scénarios un peu difficiles à accepter. Donc, n'oubliez pas de marquer une pause et puis voilà, d'appliquer des stratégies qui vous sont propres pour que vous vous calmiez un peu, vous preniez un peu de la force et pour continuer. Allez, moi, je vais me présenter rapidement parce que je pense que ce n'est pas moi que vous êtes venu écouter là. Voilà, je m'appelle Guillaume Kofi, je travaille comme réviseur à Emploi et Développement Social Canada. Et avant de rejoindre Service Canada précisément, j'étais ici même au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. J'étais comme agent de communication. Bien aimé mon expérience. Et d'ailleurs, c'est toujours un plaisir pour moi de revenir et de soutenir le réseau. Et puis voilà, de toujours aussi contribuer aussi, parce que je reste toujours au gouvernement du Canada. Et donc, c'est une façon pour moi aussi de soutenir le grand ensemble qui est la fonction publique. Euh, on va parler d'épuisement, on va parler des stratégies, de façon d'approcher aussi l'équilibre. Moi, j'ai mes façons à moi, je voudrais dire. J'ai mes stratégies à moi. Donc, je fais beaucoup de sport, comme vous le voyez là. Et puis, voilà, ça m'aide aussi. Hein. Voilà. Dernièrement, j'ai sorti un livre. Donc, je me suis remis à l'écriture. Ouais, c'est intéressant comme ça. Ça m'aide aussi à me calmer et puis à marquer cet équilibre travail personnel. Voilà. Bon, avant de commencer et puis de porter nos panélistes, je voudrais que vous répondiez à quelques petites questions de sondage qui vont apparaître. Ce n'est pas obligatoire, hein, mais ça va aider aussi, ça va aiguillonner les panélistes à vous donner aussi des réponses sur mesure, j'ai envie de dire. La première question, par exemple, c'est à quelle fréquence remarquez-vous des signes d'épuisement professionnel chez vous ou chez vos collègues? Deuxième question, quel point êtes-vous confiant dans votre capacité à gérer votre énergie tout au long de la journée? Donc, vous choisissez les options. Troisième question, quel est votre plus grand défi lorsque vous priorisez vos tâches? Et la dernière de cette série de sondages, qu'est-ce qui est le plus difficile lorsque vous devez dire non au travail? Merci de soumettre vos options et je pense que les tendances vont nous aider aussi, vont aider le réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, j'ai envie de dire, à bien aussi avoir des ateliers qui vont répondre mieux et toujours mieux à vos besoins. Donc, c'est bien de toujours participer. Les panélistes aussi sauront comment approcher certaines questions, certaines réponses quand elles vont nous parler des ressources. Alors, moi, j'ai déjà les tendances ici. Par exemple, à la question 1, il y a parfois qui domine, donc avec 68%. Wow. Donc, à quelle fréquence remarquez-vous des signes d'épuisement professionnel chez vous et chez vos collègues? Wow. OK. Deuxième question, à quel point êtes-vous confiant que dans votre capacité à gérer l'énergie? Oui, donc c'est assez confiant qui domine. Et la troisième question, quel est votre plus grand défi lorsque vous priorisez vos tâches? 64% pour les interruptions et les demandes changeantes. Ouais. Et puis la dernière question, qu'est-ce qui est le plus difficile lorsque vous devez dire non au travail? OK, 50%. Ouais, juste le milieu. Allez, merci beaucoup à chaque personne ici présente d'avoir pris le temps de participer à ce sondage. Et puis maintenant, je vais vous dérouler les objectifs d'apprentissage. Comme vous lisez avec moi, on va aller ensemble. Donc, le
Je commence de la gauche vers la droite. Reconnaître les signes d'épuisement professionnel et comprendre son impact sur votre bien-être. Appliquer des outils et des stratégies pratiques pour gérer efficacement le stress, le temps et l'énergie. Utiliser des techniques, voilà. Utiliser des techniques de hiérarchisation des priorités pour équilibrer la charge de travail. Explorer les habitudes et les routines qui favorisent un équilibre durable entre le travail et la vie personnelle. Merci beaucoup. Et puis, j'ai le plaisir maintenant de vous présenter nos panélistes, Samira, Julia. Je commence par Samira. Samira est analyste politique qui s'efforce d'être, est une analyste politique qui s'efforce d'être une communicatrice efficace. Elle est actuellement analyste de politique au sein de la Direction générale des services santé spécialisée de santé. Là, je vais reprendre, là, excusez-moi. Elle est actuellement analyste de politique au sein de la Direction générale des services de santé spécialisée de Santé Canada. OK. Par le passé, elle a travaillé à l'évaluation et à l'amélioration de l'équité, de la diversité et de l'inclusion dans les programmes de formation aux compétences et à l'emploi. Donner des conseils sur la protection des informations personnelles des citoyens dans le cadre du programme de passeport à emploi et développement social Canada, Service Canada, et intégrer les objectifs de développement durable des Nations unies dans la politique des arts, de la culture et des sports, patrimoine canadien. Je passe à la deuxième panéliste, Mathie. Mathie est une fière francophone vivant à Alberta. Elle a complété ses études postsecondaires à l'Université Laurentienne en Ontario. Il y a plus de 2 ans qu'elle a rejoint l'équipe du programme juridique de partenariat d'innovation à la Direction générale des programmes de Justice Canada, analyste principale des programmes et des politiques. Avant Justice Canada, Mathieu a travaillé presque 10 ans à Femmes et Équité des genres Canada. À Femmes et Équité des genres Canada, Mathieu a contribué au comité d'autonomisation des programmes et a dirigé l'organisation des activités départementales pour la célébration du mois de l'histoire des Noirs. Et c'est bientôt déjà maintenant. Allez, on termine avec la présentation de Julia. Julia Barclay, j'espère que je lis bien, Barclay travaille à Saint John's à titre de chef d'équipe bilingue au sein du programme d'assurance emploi. Elle est co-représentante de l'Atlantique pour le réseau des femmes d'emploi et développement social Canada et ambassadrice des langues officielles en milieu de travail. Elle vit avec son fiancé et le coquapou de 4 ans, Buster, et aime la randonnée et les voyages. Julia, si j'ai écorché un peu coquapou là, excuse-moi. Hein? On va voir ça hors antenne après la séance. Merci beaucoup. Et puis, nous allons continuer maintenant avec, effectivement, Samira qui va commencer avec la première diapositive. Et quand Samira va terminer, elle va donner la parole à la suivante, je veux dire à la suivante conférencière. Moi, je reviens à la toute fin. Pas toute fin là, mais je veux dire à la fin de la présentation des conférencières. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Merci Guillaume pour l'introduction. Je me lance. Hein. Si on ne m'entend pas, s'il te plaît Guillaume, je sais que tu vas me faire signe. Donc, on va commencer par parler des signes d'épuisement professionnel et leur impact sur votre bien-être. Mais avant toute chose, on va faire une définition brève de ce que c'est que l'épuisement professionnel. Puis je vois, selon le sondage, qu'on a quand même une bonne, je dirais 2 tiers, un peu plus même, des personnes qui semblent savoir ce que c'est puisqu'elles pensent reconnaître des signes chez elles-mêmes ou chez des gens qu'elles connaissent, des collègues. Mais tout de même, si on se fie à la définition de l'Organisation mondiale de la santé, l'épuisement professionnel est un phénomène lié au travail. Ils disent encore plus que c'est un syndrome résultant d'un stress chronique au travail. Donc, c'est vraiment important de faire le lien avec le travail
c'est vraiment important de comprendre que c'est un problème lié à l'environnement. Ce n'est pas un problème euh, attribuable seulement à l'individu. Donc, la personne qui ressent cet épuisement-là, on ne va pas lui mettre toute la responsabilité dessus. C'est vraiment euh, le résultat. L'épuisement, en fait, c'est la réaction du corps, de l'individu, de la personne à des débalancements entre les exigences que l'emploi pose et les ressources ou les capacités de l'employé. Donc, l'impact que ça a sur le bien-être. Donc, comme vous pouvez le voir, on a une liste quand même de choses assez diversifiées. Donc, on parle par exemple d'épuisement, que ce soit émotionnel ou diminution de l'énergie. Donc, ça peut être une fatigue chronique, un manque de motivation. Quand on parle de détresse psychologique, ce à quoi on peut penser, c'est des changements dans la personnalité. Donc, des signes de dépression, de tristesse, un sentiment d'être lourd, de l'anxiété, de l'insomnie, toutes ces choses-là peuvent être liées à l'épuisement professionnel. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça a de l'impact sur la santé physique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des maux de tête, des tensions musculaires, donc on se retrouve vraiment crispé, un peu beaucoup plus tendu physiquement que d'habitude. Puis, je vous dirais, un des signes que c'est vraiment lié au travail, puis d'expérience personnelle, c'est avoir la boule au ventre, par exemple, avant d'aller au travail. Ça, c'est pas bon. Et c'est un signe qu'il faut prendre au sérieux. Euh, on parle aussi, par exemple, de réduction du sentiment d'efficacité. Donc, on a des attitudes un peu plus négatives, comme on disait, donc, au travail. Parfois, parfois dans le milieu professionnel, on a tendance à parler de syndrome de l'imposteur. On parle beaucoup de syndrome de l'imposteur. Ben, dans une période d'épuisement professionnel, ça peut être quelque chose qui s'amplifie, qui se déculpe et qui nous pèse tellement que des capacités qu'on avait il y a à peu près une semaine ou même 2 jours ou des choses qu'on faisait facilement sont un peu plus difficiles. C'est vraiment difficile de se motiver pour le travail. Au niveau de l'organisation, on, ça, c'est quelque chose qui a bien entendu des conséquences sur l'organisation parce que l'organisation est faite de ses employés. Donc, si les employés ne sont pas en mesure de, d'être productifs, ça a de l'impact sur les, la raison d'être en fait de l'organisation, si on veut. C'est-à-dire que on a une baisse de productivité, une baisse d'engagement qui a de l'impact sur, quand on parle strictement dans le secteur privé, on parle d'impact sur le profit finalement. Dans la fonction publique, ça va être plus de l'impact sur l'efficacité de l'organisation, donc l'efficacité de son ministère. Euh, Quand on parle d'absentéisme ou de présentéisme, on parle de personnes qui sont, donc les personnes affectées auront tendance à prendre plus de congés maladie pour pouvoir se reposer. Mais il y a aussi des personnes qui sont présentes physiquement, mais qui sont vraiment mentalement déconnectées. Donc, ça donne encore là ce que ça a comme impact. C'est du temps, on va dire, perdu à réorganiser le travail parce que certaines choses ne se font pas parce que tout simplement, la capacité n'est pas là. On parle aussi de taux de roulement important. Donc, ça nous ramène à l'aspect systémique. C'est-à-dire que si on observe dans l'organisation qu'il y a un taux de roulement important, que les gens s'en vont et qu'ils ne sont pas contents quand ils partent, ça prouve bien que le problème est systémique. C'est lié à l'organisation elle-même. C'est lié à des débalancements dans la structure qui font en sorte que les gens ne se sentent pas équipés pour faire le travail et auront tendance à partir. Et donc, ça vient avec les risques de rétention, les gens qui partent, les gens qui ne restent pas trop longtemps, les gens qui... un peu un effet de porte, de va-et-vient dans l'organisation. On peut parler aussi... Les exemples sont multiples. Ça aura de l'impact aussi sur la mémoire organisationnelle, parce qu'il n'y a pas de transfert de connaissances nécessairement comme ça se devrait. Puis, il y a un coût financier aussi. Donc, ça coûte au niveau des avantages sociaux parce que les gens ont besoin de plus d'interventions médicales ou paramédicales, on peut dire. Mais également les pertes en productivité qui se traduisent dans le profit ou encore une fois, dans notre cas, dans l'efficacité de l'organisation. Donc, on peut passer à la prochaine diapositive.
Ça, c'est un peu le topo des impacts que l'épuisement peut avoir sur à la fois l'individu et l'organisation. Parce qu'on est quand même, on reste, si on parle du contexte professionnel. Donc, pour récapituler ce qu'on vient de dire, encore une fois, l'épuisement est un problème, je tiens vraiment à mettre l'emphase là-dessus, un problème organisationnel. Donc, ça veut dire que les solutions organisationnelles, donc des rebalancements dans la structure, sont les solutions en général qui ont le meilleur impact sur l'épuisement professionnel. Cela dit, en tant qu'individu, en tant qu'employé, on n'est pas impuissant. Et même plus que ça, la seule personne que vous pouvez contrôler, c'est vous-même. La seule personne qui a pour intérêt suprême votre bien-être, c'est vous-même. Donc, c'est pour ça que c'est important et c'est bien de penser à des outils, des pratiques intentionnelles qui aident à gérer le stress, préserver son énergie et maintenir sa productivité. Donc, avant de faire le tour de la liste que vous voyez, les quelques conseils, je tiens à reconnaître et à souligner que c'est pas toujours facile du fait de sa position, que ce soit de sa position sociale ou même dans la hiérarchie. Donc, qu'on c'est pas toujours facile en fait de d'identifier ses droits et même parfois on peut avoir peur d'entre guillemets de représailles quand on demande quelque chose pour soi qui irait peut-être à l'encontre de ce que un gestionnaire, un collègue ou quelqu'un dans l'organisation, quelqu'un autour de nous trouverait comme étant le plus important. Et je tiens encore plus à mettre le faisceau sur le fait que de notre position sociale aussi, donc qu'on soit racisé, autochtone, neurodivergent ou encore un jeune professionnel nouvellement entré dans le monde du travail, ces conseils-là, c'est des très bonnes pratiques, mais je comprends aussi, on ne va pas nier aussi l'impact mental et psychologique qui fait que à cause de ces positionnements, de ces positions sociales-là, on ne se sent pas nécessairement à l'aise de faire ces demandes-là, de, oui, de faire les demandes qu'il faut pour son bien-être. Mais c'est pour ça que c'est important de connaître ses droits et ses obligations en tant qu'employé et de se familiariser avec les différents mécanismes qui existent pour assurer l'équité dans la fonction publique, de façon à ce qu'on puisse prendre soin de nous-mêmes tout en remplissant nos objectifs professionnels et nos responsabilités de fonctionnaire, mais en sachant qu'on a quand même ce, euh, ce filet de sauvetage qui est la structure autour de nous qui s'assure que les gens de différents horizons ont les meilleurs, ont une structure qui les supporte, qui supporte leur bien-être. Donc, pour passer maintenant sur les conseils pour réussir, la, je vous dirais que, donc vous voyez la liste, puis je ne vais pas aller point par point, mais on peut les regrouper en trois bassins. Mais le principe directeur de toutes ces choses-là, c'est vraiment créer des balises claires et très peu négociables qui permettent à la fois de prévenir l'épuisement professionnel, mais aussi de se rétablir si, si jamais on se retrouve dans une situation d'épuisement. Donc, je vous dirais, le premier bassin, c'est vraiment trouver un juste milieu entre ses capacités et ses ressources et les exigences du travail. Parce qu'encore une fois, on se le rappelle, l'épuisement, c'est vraiment un débalancement entre ce qu'on nous demande de faire et ce qu'on a la capacité de faire. Pour X, Y raison, il y a un débalancement. Donc, pour trouver le juste milieu entre ses capacités et les exigences du travail, on peut prioriser les tâches. Donc, par exemple, vous voyez, on donne un exemple, choisissez les trois priorités sur lesquelles vous concentrez, donnez le meilleur de vous-même. Donc, vous pouvez diviser les tâches en petites étapes ou négocier les échéanciers avec votre gestionnaire, par exemple. Parce qu'encore une fois, on est là pour faire un bon travail. Euh, et, la, et la meilleure façon de faire le bon travail, c'est de se sentir équipé, de sentir qu'on a un système de support qui nous permet de nous donner le meilleur de nous-mêmes. Donc, le deuxième bassin, je vous dirais, c'est prendre son pouls régulièrement. Donc, prendre notre pouls régulièrement, le pouls de notre état mental, physique aussi. Ça, ici, sur la carte, sur la diapo, vous pouvez voir, on dit cartographier votre énergie.
Donc, ça vaut comme dans la planification de vos tâches et de prévoir les pics d'énergie, de comprendre vos pics d'énergie, de comprendre les moments où ça va un peu moins bien, de ne pas se laisser submerger par le travail. Donc, trouver un équilibre entre le travail et sa vie privée, prendre des pauses santé quand on en a besoin, utiliser des outils de gestion des tâches, euh, tirer profit des événements dédiés au bien-être, des événements et des espaces dédiés au bien-être. Je sais que, par exemple, ayant fait quelques ministères déjà, je sais que, par exemple, au bureau, dans la région de la capitale nationale, au bureau d'emploi et développement social, à Portage, la phase 4 de Portage, par exemple, il y a des salles qui ont été aménagées à certains étages, il y a des salles qui ont été aménagées pour la méditation, pour la relaxation. Ça existe aussi, je pense, au ministère de la Défense. Encore, donc le QG du ministère de la Défense dans la capitale de la région de la capitale nationale. Donc, toutes ces choses, vraiment tirer profit des trucs qui sont là, parce qu'il y a des gens qui ont pensé à ça. Il y a des gens qui ont vécu ce genre de situation-là avant, qui ont travaillé avec les organisations pour s'assurer qu'on ait un, comme je vous dis, vraiment un j'essaie de ne pas faire d'anglicisme, donc un background, un environnement, c'est ça, un environnement qui nous supporte. Et le troisième bassin, je vous dirais, on parle de renforcer sa résilience. Donc, il y a le programme d'aide aux employés de la fonction publique euh, qui est offert, ça c'est quelque chose qui est offert à dans tous les ministères, dans tous les organismes de la fonction publique du Canada. Pour la plupart des ministères, c'est quelque chose qui est géré par Santé Canada. Puis c'est un programme au sein desquels il y a des professionnels en santé mentale qui sont recrutés pour apporter une aide ponctuelle de courte durée à des gens qui en ressentent le besoin. Ça peut être une aide, c'est vraiment axé sur la santé mentale. Et les gens qui sont éligibles, c'est les employés de la fonction publique, mais aussi les membres de leur famille proche, c'est-à-dire conjoints et enfants vivant, enfants de moins de 18 ans. Ou, en tout cas, c'est quelque chose qui existe. Vous pouvez regarder sur Google, comme je vous dis, programme d'aide aux employés de la fonction publique, puis il y a une façon de voir quel organisme se rattache à votre ministère. Puis les différentes choses qui sont offertes sont vraiment, vraiment faites et pensées pour le bien-être des employés. Ça, c'est quelque chose qu'on ne va pas, qui est vraiment important, une chance qu'on a en tant que fonctionnaire. Euh, dans certains ministères, il y a des programmes de support des pairs. Donc, c'est encore des programmes qui sont axés sur la santé mentale. Puis, c'est des personnes qui travaillent dans le ministère comme vous, qui ont soit traversé des périodes d'épuisement professionnel ou qui ont une certaine connaissance, une certaine affinité avec tout ce qui est question en santé mentale, puis euh, qui se retrouvent, donc c'est des jumelages. Vous pouvez avoir une personne qui va être un peu mentorée en termes de santé mentale, qui encore peut aller à travers tous ces outils-là qui existent au sein de la fonction publique pour s'assurer qu'on ait un environnement sain. Ils peuvent vous donner des conseils sur, comme je vous disais, savoir identifier ses droits, ce qu'on a le droit de demander à son gestionnaire. Euh, le genre de conversation qu'on peut avoir avec son gestionnaire pour être sûr que on est outillé, équipé, mais qu'on a aussi la capacité, la possibilité de se reposer quand on en a besoin. Il y a des gens qui ont, comme je dis, c'est pas nécessairement dans tous les ministères, mais il y a des ministères qui ont ça. Donc, si vous cherchez programme de support des pairs sur votre, sur, dans dans les comptes intranet de vos ministères ou de vos organismes respectifs. Si ça existe, en général, vous devriez pouvoir les voir. Euh, il y a aussi des réseaux de soutien, comme le réseau des jeunes de la fonction publique est un très bon réseau de soutien avec le camp de carrière qui donne toutes sortes de formations sur comment prendre soin de soi, comment prendre soin de sa carrière. Il y a les groupes de ressources communautaires, comme dans chaque organisation, dans chaque organisme, il va y avoir des groupes de la fierté, par exemple, un groupe de communautés racisées ou de groupes de communautés culturelles et religieuses. Tous ces organismes-là ont été créés pour les employés, par les employés, pour, pour vraiment nous venir en aide. Donc,
Ultimement, encore une fois, l'objectif principal, la finalité, la meilleure finalité serait qu'il y ait un rebalancement entre les exigences de l'emploi et les ressources de l'employé. Ça, c'est l'objectif ultime. Mais, comme je dis, comme je l'ai expliqué, on n'est pas impuissant. On a des outils à notre disposition qui font, qui forment la résilience, qui font qu'on puisse se sortir d'états d'épuisement, parce que ça arrive à tout le monde. Ça peut être longue durée, ça peut être courte durée, mais on est équipé. Il faut, l'important, quand on traverse ce genre de période-là, c'est de poser des questions, de chercher des ressources. Puis, le paradoxe, par contre, avec ça aussi, c'est que quand on est en période d'épuisement, même la force de faire ce genre de démarche-là, il se peut qu'on ne l'ait pas. Et si jamais vous traversez ce genre de période-là, sachez juste qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, que vous n'êtes pas seul. Il y a probablement des gens qui le vivent encore en ce moment, surtout avec les exercices les exercices de coupure qui se passent en ce moment. C'est très difficile, c'est très lourd. On a des outils, on peut trouver des façons de gérer le stress, de préserver son énergie et de maintenir notre productivité. Euh, Mais comme je dis, le but ultime, c'est d'être dans un environnement sain. Donc, si après avoir fait toutes ces choses-là, vous voyez que ça ne s'améliore pas, la bonne chose aussi, c'est que dans la fonction publique, on a des options. Puis, ne restez pas dans un environnement malsain pour vous trop longtemps. C'est un conseil que je pourrais donner. Donc, voilà pour ma partie, puis je vais passer à ma conférencière maintenant. Ok, merci Samira. Alors, encore une fois, moi je m'appelle Julia et aujourd'hui je vais parler de l'importance de maintenir des limites. Il y a plusieurs différents types de limites, par exemple physiques, émotionnelles, temporelles et professionnelles. Il faut protéger son énergie et éviter la surcharge. Malgré que c'est difficile parfois, il faut aussi dire non de manière professionnelle pour protéger ses limites. Alors maintenant, on va faire une vision ensemble des signes des limites saines. Alors, par exemple, vous pouvez empêcher les autres de profiter de vous. Vous prenez le contrôle de votre propre temps et la priorité est votre bien-être. Vous aussi cultivez votre estime de vous-même et votre identité. Vous acceptez seulement des choses que vous êtes capable de gérer et ne pas accepter trop. Vous n'avez pas peur à dire non de manière professionnelle et vous communiquez clairement vos besoins. Ce n'est pas toujours évident ou facile, mais c'est vraiment important d'avoir ces limites pour protéger nous-mêmes et notre santé et bien-être. Moi, j'avais la misère avec ça pendant plusieurs années, mais maintenant que j'ai la confiance à dire non, je suis plus capable de gérer mon charge de travail, je suis plus calme au travail. Alors, il faut vraiment protéger vous-même et votre bien-être avec ces limites. Ça devient plus facile avec chaque fois que vous le faites, alors il faut pratiquer. Et le prochain diapo, s'il vous plaît. Alors maintenant, nous allons regarder plusieurs techniques ensemble. Je vais parler des premiers deux. Alors, numéro 1, faire en premier. Il faut se concentrer sur les tâches importantes à réaliser le jour même. Par exemple, un rapport et les dettes limites et cet après-midi. C'est important pendant cette étape-là de se réfléchir sur vos propres limites saines. Numéro 2, planifier. Se concentrer sur les tâches qui sont moins urgentes et ils doivent être planifiées. Alors, ça va prendre du temps à planifier pendant cette étape-là. Par exemple, une présentation qui aura lieu dans quelques semaines. Pendant cette étape-là, n'hésitez pas à demander à votre gestionnaire ou les collègues pour vous aider si nécessaire, ou vous pouvez aussi utiliser les outils pour gérer le temps. Pour moi, je trouve que Outlook est un outil vraiment important et utile pour moi. J'utilise toujours mon calendrier d'Outlook pour mettre les dates limites dedans pour que je n'oublie pas
mes tâches à faire. Maintenant, je passe la parole à Matty. Merci beaucoup, Julia. Bonjour, moi, c'est Mathilde Molomba et je vais parler sur les deux derniers points, points 3 et 4. Quand il s'agit de déléguer, essentiellement, c'est vrai qu'on comprend que le mot déléguer, c'est passer à d'autres et on sait que c'est pas toujours évident. Alors, mais il faut prendre en compte que c'est une possibilité, que c'est une option. Donc, quand on délègue, ça veut dire que on met de côté ça peut être important, mais c'est pas urgent dans le moment, n'est-ce pas? Alors peut-être des façons de pouvoir y arriver serait d'aller peut-être par une procédure d'identification. On détermine, ce sont des tâches qui demandent une attention. Est-ce que c'est des tâches, pardon, qui demandent une attention immédiate, un appel, un courriel, mais qui contribuent, est-ce que ça contribue directement aux objectifs à long terme ou à court terme? Donc, on doit pouvoir faire cet exercice-là pour savoir est-ce que si je ne le fais pas aujourd'hui, quelles conséquences est-ce que ça peut avoir? Alors, quand on a pu faire cette identification, cet exercice-là, là, on passe à l'action et on essaie de voir comment transférer la responsabilité à une autre personne ayant des compétences ou le temps nécessaire pour s'en occuper. Souvent, on est capable de pouvoir s'entraider une équipe de travail. Et je parle de mon expérience personnelle. Moi, je suis analyste de programmes et politique dans mes tâches quotidiennes. Je gère un portfolio de différents projets et si j'ai certaines limites, je peux aller voir ma gestionnaire ou je peux toujours aller voir mes collègues directement parce qu'on a déjà créé cette ouverture, cet échange-là de pouvoir dire, j'ai besoin de ton aide, est-ce que tu peux m'aider, tu peux m'accompagner. Donc, c'est une option qui est là disponible quand déjà l'environnement est propice pour ça. Ensuite, le troisième élément, ce serait l'objectif, ce serait de libérer son temps pour ce qui est plus urgent, n'est-ce pas? Alors là, ça nous permet de pouvoir s'attaquer aux éléments dans le cadran 2 que ma copanéliste Julie avait mentionné tout à l'heure. Et quand il s'agit de l'élément 3, pardon, 4, ne pas faire, ce qui n'est ni urgent ni important ne doit pas être fait. Alors là encore, on est en train de parler d'épuisement, ça veut dire qu'on essaie de ne pas en prendre trop sur nous-mêmes. Alors, une peut-être façon de pouvoir gérer ça, c'est euh, peut-être s'assurer de supprimer sans pitié des activités qui peuvent soit nous distraire ou qui peuvent nous emmener à aller plus loin qu'on devrait et pouvoir mettre de côté les choses qui volent notre temps. Alors, juste pour garder ça en tête, on va passer à la dernière diapo parce que je me rends compte qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps pour notre échange ensemble. Super, merci beaucoup. Alors, quand on parle d'épuisement, il y a toujours des solutions. Alors, explorer des habitudes ou des routines qui favorisent un équilibre durable entre le travail et la vie personnelle. Notre présentateur tout à l'heure l'a mentionné, Guillaume a parlé d'exercice, il a parlé d'écriture. Moi, personnellement, j'ai repris la lecture, un peu plus de marche. Ça me permet d'avoir cette balance-là entre les deux. Et je suis aussi arrivée à comprendre qu'il y a moyen d'utiliser la règle de 8-8-8. On a tous 24 heures dans une journée. La règle de 8, c'est préconiser euh, la journée en trois blocs. Donc, 8 heures de travail, 8 heures de sommeil et puis 8 heures de temps personnel. On pourrait peut-être essayer ça comme exercice. Et comment rendre cela réel et pratique? On a parlé de maintenir des limites et faire le point avec notre gestionnaire. Avec la technologie, on a l'IA qui nous aide aujourd'hui et on a des outils qui peuvent nous aider à gagner du temps et l'efficacité et aussi tirer parti des ressources et des cours pour progresser. Alors, je vais m'arrêter là et je vais repasser la parole à Guillaume pour qu'on puisse entrer dans la discussion. Merci. Merci beaucoup. Merci à chacun de vous. Et puis là, on va aller directement aussi parce que nous avons quelques 20 minutes à gérer. Merci encore. Je vais directement dans le Q&A, donc questions-réponses. Je vois la question qui a reçu beaucoup plus de votes. N'oubliez pas de toujours voter pour les questions
que vous aimeriez voir poser. Et la question, je la lis là. Quand on part en vacances, notre bureau est souvent, quand on part en vacances, notre bureau est souvent vide. Voilà. Quand on revient, il déborde souvent et c'est décourageant et ne donne pas le goût de prendre des vacances pour se ressourcer. Des suggestions? Déjà, moi, j'ai pris bonne note. Je pense que c'est Julia et Mathie qui ont touché à ce point-là. Voilà. Donc, par exemple, Julia, tu as parlé de se concentrer d'abord sur les tâches importantes même, et puis les moins urgents. Mathie aussi a parlé des délégués. Bon, allez-y, répondez à cette question-là. Qui commence entre Julia et Mathie? Est-ce que tu pourrais répéter la question, s'il te plaît? OK. Dans les Q&A, hein, vous voyez, c'est quand on part en vacances, notre bureau est souvent vide. Quand on revient, il déborde souvent. Et c'est décourageant et ne donne pas le goût de prendre des vacances pour se ressourcer. Des suggestions? D'accord. Euh, les vacances, c'est important, c'est essentiel, il ne faut jamais se nier ça, mais toujours commencer dans la règle qu'on a proposée, ce qui est urgent, et puis passer dans ces étapes-là. Et souvent, personnellement, ma boîte courriel est pleine, mais c'est des courriels qui ont déjà été activés, qui ont déjà été gérés. Et puis, il faut juste prendre le temps d'y aller étape par étape et ne pas se donner cette charge mentale-là automatiquement quand on voit qu'on a 200 courriels qui nous attendent. Donc, il y a aussi un jeu d'efficacité un peu mentale qu'il faut mettre en pratique. Mais les vacances, c'est important, il faut en prendre. Mathis, tu as parlé d'identification. Oui. Et puis voir aussi au niveau des objectifs. Est-ce que là aussi tu rejoins, tu répètes ça ici aussi? OK. Oui, je répète ça ici. Identifier ce qui est urgent. OK. Et souvent, le courriel peut l'indiquer déjà si c'est urgent, Ouais, s'il ouais. y a un trait, ou si aussi c'est un élément ou un dossier dont vous avez déjà connaissance que c'était urgent. En partant, je devais revenir pour gérer tout ça. Donc, OK. passer par ce processus-là. Ouais, processus presque obligé. Est-ce que Julia, tu voudrais renchérir? Oui, je peux ajouter quelques petites choses. Comme Mathieu a dit, les vacances sont importantes, alors il faut prendre les vacances pour relaxer un peu de temps en temps. Pour moi, qu'est-ce qui m'aide quand je retourne de vacances? Je prends la première journée en complète pour faire un peu de catch-up. Alors, je fais la révision de mes courriels, supprimer les courriels qui sont déjà faits, etc. Et il faut communiquer ça à votre gestionnaire et vos collègues. Alors, ça, c'est ce que je fais le matin. J'envoie un courriel à eux juste pour dire le premier jour, quand je retourne de vacances, je vais avoir le jour incomplet pour juste mes courriels. Et après ça, le deuxième jour sera plus calme et plus facile. OK. Wow. Merci beaucoup. Je pense qu'on va passer à la prochaine question. Attachez la ceinture, hein, parce qu'elle est longue. Comment les ministères et les organismes peuvent-ils trouver un équilibre entre la responsabilité de prévenir l'épuisement professionnel et celle de donner aux employés les moyens de veiller à leur propre bien-être, sans donner l'impression que le fardeau repose sur les épaules des gens? Je pense que je vais aller à Samira qui a parlé de organisationnel et puis épuisement. Ben, Samira, je ne te mets pas là, 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 hein, mais bon, si ça te dit de répondre, de commencer, parce Je que ça peux touche t'en à aider. l'organisationnel, en même temps c'est personnel, donc puisque c'est toi qui as touché à ça directement, je ne sais pas si tu peux commencer, quoi. Mhm. Je peux essayer. Donc, la réalité, c'est que, en tout cas de ma perspective personnelle, la réalité, c'est que en tant qu'individu, on réagit. En fait, c'est ça, comme je l'ai expliqué, comme c'est défini canoniquement, l'épuisement personnel, c'est une réaction qu'on a, nous, en tant qu'individu, à quelque chose d'anormal qui vient de l'extérieur. Donc,
Donc, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de... En fait, c'est une responsabilité partagée, mais dans responsabilité partagée, il reste la responsabilité personnelle et l'obligation, malheureusement, personnelle de faire ce qui est en notre pouvoir à nous pour se sentir bien dans un environnement donné. Parce que, dans le fond, en tant qu'individu, on ne peut pas changer l'environnement. Le changement organisationnel vient, pour la plupart d'entre nous en tout cas, de preneurs de décisions qui ne sont pas nous. Euh, et ça vient, et ça demande une conciliation entre beaucoup d'objectifs, beaucoup de priorités qui se font compétition. Donc ça, c'est quelque chose qui est et c'est quelque chose qui est plus lent aussi. C'est très long terme changer une organisation, changer une culture organisationnelle, toutes ces choses-là. Mais en tant qu'individu, pour, pour c'est un peu comme, je vais prendre une image. Il y a une image qui dit qu'il il faut se pencher, désolé, je fais une traduction littérale là, mais il faut se pencher pour éviter de casser. Bend to not break. Donc en fait, c'est ça, c'est qu'en en tant qu'individu, la responsabilité qui nous incombe et les choses qu'on peut faire nous-mêmes, c'est vraiment de s'assurer qu'on se mette dans une position de façon à ce que les dérangements qui se passent autour à cause de l'organisation ne nous fassent pas casser. Donc, je ne sais pas au niveau, parce que je ne peux pas vous parler en tant que je ne suis pas preneuse de décision organisationnelle, donc je ne peux pas vous dire comment est-ce que l'organisation peut s'assurer, peut faire en sorte que l'individu n'ait pas l'impression que ce soit sa responsabilité. Ça, je ne peux pas répondre à cette question-là. Moi, la façon dont je l'approche, par contre, c'est de me dire, je n'ai pas de contrôle sur comment l'organisation va évoluer. Et même si j'ai du contrôle, j'ai un contrôle sur une petite portion. Donc, j'ai pas de contrôle sur l'ensemble, mais j'ai du contrôle sur moi-même. Et qu'est-ce que je peux faire à l'intérieur de moi-même? Qu'est-ce que je peux faire euh, pour me fortifier face à tous les dérèglements et à tous les débalancements qui arrivent dans la vie et dans l'organisation? Merci beaucoup, Samira. On va à la prochaine question. Comment peut-on savoir comment gérer toutes les tâches qui nous sont assignées alors que tout semble urgent? Ben, il y a beaucoup d'éléments qui sortent de la présentation de Mathie et de Julia, parce que moi, j'ai pris beaucoup de notes aussi, hein, délégué. Donc, il faut savoir aussi parfois, est-ce que la personne à qui on doit donner, est-ce qu'elle a les compétences? Mathie en a parlé. Il y a ça aussi, cette stratégie qui est importante qu'on pourrait utiliser. Mais Mathie, allez, vas-y. Je ne vais pas répondre, c'est vous les spécialistes, je peux contribuer, mais bon. Donc, comment peut-on Euh, savoir comment gérer toutes les tâches qui nous sont assignées alors que tout semble urgent? Je Donc, vais on a, essayer de... mais la première personne à avoir la responsabilité, comme Samira l'a dit, mais il y a aussi que ben, nous sommes dans une organisation. Allez, voilà. Oui, je vais essayer de rebondir sur l'élément de la communication, parce que quand on parle de tâches assignées, ça veut dire que ça vient d'en haut, n'est-ce pas, dans la structure. Alors vraiment retourner à la gestion et dire, voilà les tâches qui sont, que la gestion puisse nous aider à clarifier quelles sont les plus urgentes et vraiment pour pouvoir donner un certain ordre. De cette façon, au moins, il y a aussi cette communication-là qui est ouverte. Et quand on arrive des fois aussi, quand il s'agit de la charge de travail, il faut qu'on soit en mesure de pouvoir s'exprimer et de le dire clairement que vous sentez peut-être que votre charge de travail est telle, parce que des fois, on peut en prendre et on se rend compte que on a dit oui à beaucoup de choses, n'est-ce pas? Et on a parlé de limites, on a parlé de pouvoir dire non. Moi, je dirais ouvrir les canaux de communication, revoir avec sa gestionnaire, avec son équipe, ses collègues, ensemble, pouvoir vraiment déterminer ce qui est, pour qu'on ait vraiment aussi des idées claires sur qu'est-ce qui va être fait et s'assurer que les attentes sont comprises. Excellent. Pour ne pas se répéter, et puis parce que tout s'imbrique aussi hein, parfois, hein, ça se découpe là. Donc, je vais passer à la question suivante, aussi pour être dans le temps aussi, et puis donner, j'ai envie de dire, répondre à presque toutes les questions ici. Je suis très heureux que beaucoup de questions. La question prochaine, suivante, c'est comment peut-on aider les collègues qui semblent être au bord de l'épuisement professionnel alors que nous n'avons nous-mêmes pas la capacité
de prendre en charge davantage de travail? Je peux le prendre, Guillaume. Vas-y. Mhm. Alors, à Yeah. ce moment-là, la seule chose qu'on peut faire pour nos collègues et nos amis au lieu de travail et les appuyer, on peut les donner les ressources, par exemple, le programme d'aide aux employés, les groupes de mentorat, etc. On peut les encourager à prendre le congé. Mais je pense que Samira a expliqué bien. Ça fait quelques minutes, on est responsable pour nous-mêmes. Alors, il faut vraiment prendre soin de nous-mêmes, prendre le congé, regarder les ressources, protéger nos bien-être et nos limites, parler avec la gestion quand on est stressé. Si on dit rien, la gestion va ne pas savoir si on est stressé et si notre charge de travail est trop grande. Ok, Julia, merci beaucoup. Question suivante. Comment fixer ses limites pour éviter un épuisement alors que notre emploi et le milieu de fonction publique semblent très précaires? Éviter de perdre son emploi. Voilà. Donc, comment fixer ses limites pour éviter un épuisement alors que notre emploi et le milieu de la fonction publique semblent très précaires et éviter de perdre son emploi? Je comprends qu'ici aussi, si vous le permettez, que la personne en même temps veut faire des tâches, mais aussi la personne est submergée. Et ici, avec le contexte actuel aussi, on ne veut pas perdre son emploi. Ouais, je pense que il y a Joss qui voudrait répondre à cette question. Joss, vas-y. Oh non, c'était juste pour souligner les questions. C'est bon. OK. Donc, Moi, les je panélistes. proposerais Ah, encore vas-y. là, retourner à sa gestion, communiquer ses inquiétudes, Ah, OK. faire comprendre, faire sentir comment on se sent, où est-ce qu'on se retrouve, dans quelle position est-ce qu'on se trouve. Parce que à la fin de la journée, c'est la gestion, la haute gestion qui prend les décisions. Comme Samira avait dit tout à l'heure, des fois, on n'est pas dans des postes de prise de décision et c'est des Mhm. choses qui sont hors de notre contrôle. C'est Alors, ça. quand c'est vraiment hors de notre contrôle, le communiquer aux personnes, aux entités qui ont peut-être ce pouvoir-là, cette capacité-là. Mhm. Wow. Merci beaucoup. Il y a encore quelques 8 minutes. On va encore poser d'autres questions. Il y a Samir qui avait partagé un peu ben, je vais dire, des cadres pour décompresser, de bien-être, tout ça. Mathieu a parlé aussi de la lecture qu'elle a repris. Il y a une question ici qui va toucher un peu cet aspect personnel-là. Comment peut-on renforcer sa résilience au quotidien? Qu'est-ce qui a le mieux fonctionné pour vous? Donc, euh, toujours rattaché à l'épuisement, à l'équilibre. Qu'est-ce qui a le plus marché pour vous pour éviter tout cela et donc pour mieux gérer l'épuisement? Je peux commencer. Comment? Euh, ok, donc je pense que le point de Mathieu au niveau de la communication est très important et ça vaut aussi ici, dans la mesure où, et je vais prendre, parce on parle aux jeunes de la fonction publique, donc je vais prendre pour acquis que beaucoup ici ont moins de 5 ans d'expérience dans la fonction publique ou en tout cas débutent leur carrière. Et donc à cet égard-là, on a tendance à se dire au début de sa carrière que à se voir un peu au bas de l'échelle et de voir la hiérarchie comme étant des personnes qui ne sont pas accessibles. Je pense que c'est important de revoir la façon dont on voit le monde dans ce sens-là. Pour moi, ça l'a été en tout cas. Et de se dire qu'il y a des gens on a des gestionnaires qui sont là pour assurer le bon fonctionnement de l'organisation, mais qui sont aussi là pour s'assurer du bien-être de leurs employés. C'est une de leurs missions. Donc, à ces égards-là, savoir communiquer avec ces personnes-là de manière ouverte, transparente. Ça ne veut pas dire de leur raconter tout ce qui se passe dans vos vies si vous n'êtes pas confortable avec ça. D'ailleurs, même de ne pas le faire du tout. Mais ça veut dire être transparent et savoir dire, OK, là, je pense que c'est un peu débalancé. Je pense que j'ai un peu trop sur mon assiette. Ça veut dire pointer les problèmes qu'on a
mais offrir des pistes de solutions. Donc, encore une fois, refaire cet exercice de priorisation-là, mais en intégrant de la communication, c'est-à-dire de dire, OK, je vois que j'ai 5 tâches, on me dit qu'il y en a 4 qui sont urgentes. Selon moi, selon mon analyse, voici les 2 qui le sont vraiment. Est-ce que c'est correct? Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que je peux m'axer sur ces 2-là? Est-ce que les 2 autres, on peut négocier les échéanciers? Parce qu'en général, on va aussi avoir cet aspect-là on demande à notre équipe de faire quelque chose, une autre équipe demande à notre équipe de faire quelque chose, et à ce moment-là, c'est au gestionnaire de dire, regardez, moi, mon équipe a déjà X, Y choses à faire, Z peut attendre. Donc, en fait, c'est vraiment avoir cette communication-là en disant au gestionnaire, voici où j'en suis, c'est beaucoup. Il y a des chances que la personne se dise, OK, je vais prendre sur moi, je vais prendre mes responsabilités et faire en sorte qu'on puisse faire les choses sans avoir l'impression d'être en urgence tout le temps. Merci beaucoup, Samira. Prochaine question liée aussi à tout ce qu'il y a comme décision concernant aussi le réaménagement des effectifs. Je lis la question. Comment se préparer avec toutes les nouvelles tâches qui nous seront attribuées avec les coupures? Avec tout ce qu'il y a comme coupure, réaménagement des effectifs, euh, comment se préparer avec toutes les nouvelles tâches? Je peux proposer peut-être des pistes de réflexion. Euh, Ça serait bien de pouvoir encore là communiquer, parler avec sa gestion direction pour clarifier les priorités. Parce que j'aimerais bien assumer que quand il y a des aménagements qui se font, la haute gestion a le temps de réfléchir aussi à comment les choses doivent être structurées pour que rien ne passe à travers les failles, n'est-ce pas? Alors, structurer encore ces tâches, comme on a dit tout à l'heure, par priorité haute, priorité normale ou faible, n'est-ce pas? On a parlé des 4 cadrans, comment il faut y aller. Et puis, protéger son temps de concentration. Je pense que, je ne sais pas si laquelle des copanélistes a mentionné ça tout à l'heure. Des fois, peut-être se bloquer un temps dans la journée selon les tâches importantes pour ne pas nécessairement aller se retrouver à en prendre trop sur soi ou se perdre un peu dans tout ce qui peut être dans notre assiette. Donc, c'est ça. Ok. Est-ce que d'autres personnes voudraient contribuer? Sinon, je passe à la prochaine question. Je pense que Julia, si tu voudrais bien répondre à cette question, parce qu'elle touche aussi un peu à tout ce que tu as fait aussi. En période d'incertitude d'emploi, la motivation et la concentration sont affectées. Comment trouver l'équilibre entre travailler efficacement et prendre soin de nous? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'incertitudes maintenant et si vous se sentez un peu mal à l'aise ou un peu stressé, c'est valide. Pour moi, je trouve d'avoir un bon réseau autour de vous dans la vie professionnelle et personnelle, ça m'aide beaucoup. Soit que c'est les collègues, soit que c'est votre gestionnaire et vos amis dans la vie personnelle pour qu'ils puissent vous appuyer si vous êtes stressé et juste parler à propos de vos inquiétudes aussi. Um, Dans ma vie personnelle, j'aime aussi faire beaucoup de l'exercice. Quand je fais quelque chose qui est difficile physiquement, je trouve que ça m'aide à faire des choses qui sont difficiles mentalement. Alors, ça me donne beaucoup d'énergie pour faire le travail. Ça me donne comme un bon espace mental pour moi. Alors, ça, c'est quelques petites suggestions. Alors, merci beaucoup à chacune, hein. Et puis, nous sommes presque au terme de notre séance de ce jour. En tout cas, moi, j'ai été très heureux de contribuer à l'efficacité, à la bonne marche aussi de cette séance. Et puis, on va se laisser ici, on va dire au revoir. Et puis, en espérant vous retrouver aussi à d'autres séances. Voilà. Et puis, n'oubliez pas que toutes les ressources ici, qui ont été signalées ici, ou bien même qui sont liées à la présentation, seront bien sûr sur la page wiki du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. N'oubliez pas non plus que voilà, l'enregistrement sur YouTube du réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux, les versions aussi podcast, tout cela sera dispo dans quelques heures. Merci encore. Et puis avant de nous quitter définitivement, il y a juste une petite question de sondage. Cette session a-t-elle été un usage judicieux de votre temps?
Voilà. Juste faire savoir cela au réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux. Merci encore. Et puis la prochaine séance, comme vous le lisez, c'est à 14h30. Merci de votre contribution. Et puis, chers panélistes, au revoir. Au plaisir. Chers participants aussi, au revoir. Prenez soin de vous. Continuez aussi.